Aujourd'hui, on a voulu avec Leslie vous proposer un sujet, on va dire, alors j'allais dire tendance, c'est pas le mot juste, mais en tout cas un sujet sur lequel on aimerait, D'actualité. avec Leslie, ouais, d'actualité, et un sujet sur lequel on aimerait que les e-commerçants réfléchissent. Alors l'idée aujourd'hui, c'est pas de vous expliquer forcément tout de A à Z, mais en tout cas, c'est de venir vous aider à comprendre ce que c'est que la RSE et comment prendre ça en compte dans votre projet e-commerce. Et on a voulu vous présenter ça parce que c'est quelque chose qu'on pense qu'il faut prendre en compte aujourd'hui par rapport aux difficultés que rencontre le e-commerce. C'est pas très simple aujourd'hui de se différencier, c'est pas très simple de vendre en ligne. Les périodes ont pu être meilleures. Ah, j'ai un petit écho, je sais pas d'où ça vient. Moi, j'entends pas d'écho, hein, Christophe. Ah, bon, c'est moi. Comment ça se fait? Bon, je sais pas pourquoi, j'ai un petit écho. Bon, c'est bon, ça a l'air d'être résolu. Et donc voilà, cette RSE, c'est aussi un moyen de penser le e-commerce différemment Mhm. et de venir se positionner sur ça dès aujourd'hui. Allez, on enchaîne sur nos premières slides. Dès que j'aurai réussi à repasser sur mon écran. Alors, voilà. Hop. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a un écho quand même. Alors, est-ce que là c'est bon ou Enfin, pas? Ah, plus d'écho. Ouais, bon, il y a dû y avoir un petit souci. Ok, donc voilà, mieux comprendre les enjeux de la RSE pour un e-commerçant, vous donner des bonnes pratiques et vous expliquer bien finalement pourquoi réfléchir à ça dès aujourd'hui, c'est une bonne piste pour vous en tant que e-commerçant. Allez, on se présente rapidement, Leslie et moi. Alors, j'ai regardé rapidement, Leslie, ça doit faire depuis 2014 qu'on a eu l'occasion d'échanger ensemble et qu'on a dû échanger nos premiers emails, donc ça fait 10 ans. Et C'était pourquoi on dans un autre contexte. Un autre contexte, effectivement. Donc, pour me présenter rapidement, moi, je suis ingénieure commerciale de base. J'ai travaillé pendant 15 ans dans la fintech. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Christophe. Je travaillais pour une plateforme de paiement. Donc, j'adressais des e-commerçants, des agences web et des éditeurs de logiciels. Donc, j'ai une bonne connaissance de votre métier. L'année dernière, je me suis lancée en tant que consultante RSE. Je me suis formée parce que ce sont pour moi des enjeux qui sont très importants aujourd'hui, sur lesquels il ne faut pas se louper. Je me suis un peu, on va dire, j'ai allié mes compétences que j'ai aujourd'hui avec celles de la RSE. Et donc aujourd'hui, je forme les entreprises, les TPE, PME. J'anime des fraises de la RSE. Je les accompagne dans une démarche qui peut aller jusqu'au label. Voilà. Et je fais aussi partie de membres de collectifs sur lesquels je m'appuie, qui s'appelle le collectif ECO, qui adresse les e-commerçants, et Infogreen Factory pour le numérique responsable. Voilà pour ma petite présentation rapide. Alors, de mon niveau, moi, je suis directeur commercial chez 410 Gone. J'ai un passé de e-commerçant. C'est aussi dans ce cadre-là qu'on s'était rencontrés. Oui. Et voilà, j'ai un passé de consultant SEO, de consultant e-commerce. Et donc aujourd'hui, j'ai un petit peu cette casquette technico-commerciale, on va dire, au sein de 410. Hop. Alors, eh bien, écoute, commençons Oui. à définir un petit peu ce que c'est que la RSE. Voilà, donc on va voir un petit peu la RSE plus dans son aspect un petit peu global, mais rapidement pour pas que ça soit trop lourd pour vous. Et après, comment le mettre en pratique dans un e-commerce. Voilà, on va essayer de voir quelques étapes, vous donner des bonnes pratiques. Et après, si vous voulez plus d'infos, on est là, bien évidemment. Donc du coup, Christophe, que veut dire la RSE? Et vous pouvez aussi participer dans le chat si vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, plusieurs possibilités. Ah ah. La Alors, slide suivante. Est-ce que A, règles de sécurité environnementale, B, responsabilité sociétale des entreprises, ou C, réforme du secteur énergétique? À ton avis? Je sais que tu connais déjà la intéressant. réponse. Ouais, intéressant. Alors déjà, c'est bien de se rappeler ce que ça veut dire. Ça permettra de dire la et non pas le RSE, hein, comme on le fait sur le ou la RGPD où tout le monde se trompe. Ouais, Donc c'est vrai. voilà, déjà c'est la RSE. Donc ça veut dire qu'on est sur un mot féminin pour commencer. Donc je pense que ça va être la réponse B. C'est ça, la responsabilité sociétale des entreprises. Donc ça, c'est important d'avoir cette définition. Ça concerne vraiment les entreprises et c'est pour ça que ça a été créé.
Alors, ça a été créé en s'appuyant sur les 3 piliers de principe du développement durable. Si tu veux bien avancer, Christophe, sur la slide suivante. Suivant. Voilà. Donc, le développement durable, c'est 3 piliers principaux que vous connaissez peut-être. C'est le pilier d'abord environnemental. On le connaît, on sait, mais ce n'est pas que ça. Donc, le pilier environnemental, on va se poser la question de la préservation de la diversité de l'écosystème, des ressources naturelles et énergétiques. Après, vous avez le pilier sociétal qui revient à couvrir les enjeux de santé, d'éducation, d'emploi, de prévention, de l'exclusion, d'équité au sein d'une entreprise. Quel est l'impact de la société sur votre entreprise et quel est l'impact de votre entreprise sur la société également. Et le pilier économique, bien évidemment, on ne va pas oublier faut que l'entreprise continue à être économiquement viable. Donc, basé sur ces 3 piliers-là, il y a eu la norme ISO 26000. Donc, la norme ISO 26000, elle a été adoptée en 2010 par 99 pays, dont la France, qui est basée sur 7 piliers et principes et critères fondamentaux. Donc, c'est une norme qui met en avant en fait 2 pratiques fondamentales, l'identification et le dialogue avec les parties prenantes. Donc, on embarque l'ensemble de son entourage, en gros, d'entreprise, et l'identification et la hiérarchisation des enjeux de la responsabilité sociétale. En gros, pour faire court, ça va être le référentiel, la feuille de route. Et beaucoup de labels, aujourd'hui, se basent sur cette norme ISO 26000 pour pouvoir répondre à vraiment tous les enjeux de développement durable. Et elle concerne toutes les tailles d'entreprise, je précise. On n'adresse pas la RSE que sur les grosses structures. C'est vraiment de la TPE à les grandes structures. Donc, quelques chiffres pour vous donner un petit peu un contexte d'où on en est. Donc, effectivement, on adresse les grands groupes sont plutôt en avance, on le voit. La RSE, dans le monde, nous, la France, on est plutôt bien, on a bien commencé les démarches. Par contre, en France, on voit que les TPE, PME sont un petit peu à la traîne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas forcément d'obligation légale aujourd'hui, c'est une démarche volontaire, mais ils y seront d'ici 4-5 ans. Donc, il va falloir commencer à s'y mettre petit à petit. J'ai rajouté des chiffres qui sont tout fraîchement sortis, puisque hier, il y a eu des chiffres et un bilan qui est sorti, où on voit, suivant la taille de l'entreprise, les moteurs. Pourquoi on mettrait en place de la RSE? Et on voit que sur les TPE, ça va être l'urgence sociale et environnementale qui est impactant et qui va motiver en gros l'entreprise à mettre les choses en place. Ça peut être l'image de marque aussi, et ou la volonté de la direction d'aller vers cette démarche-là et de prendre un peu le contre-pied de ce qui se fait aujourd'hui d'un mode linéaire. Donc du coup, on enclenche derrière les avantages que ça peut vous rapporter. Donc là, c'est toi qui le fais, je pense, Allez, Christophe. ouais, bon, que je parle un petit peu. Oui. Bon, l'idée, c'est pas de vous donner donner quelques pistes. Hein. Donc, en effet, de mieux gérer les risques humains, notamment au sein de vos entreprises. Et tu l'as dit déjà en intro sur juste la slide précédente sur les motivations des entreprises aujourd'hui de se positionner sur cette RSE, c'est d'améliorer sa marque employeur. Aujourd'hui, on sait que c'est important, que les nouvelles générations sont engagées, impactées par tout ça et que le choix d'une entreprise qui a au moins initié une démarche RSE va être important lors des sélections d'entreprises qu'on veut rejoindre. C'est la possibilité d'accéder à des nouveaux marchés. Hein. Il va y avoir de plus en plus de marchés qui vont attendre de vous cet engagement RSE. Évidemment, d'anticiper la réglementation, tu l'as parlé rapidement, peut-être attirer certaines typologies d'investisseurs, mais aussi des choses un petit peu plus terre à terre, de faire des économies, de satisfaire les attentes de vos clients, de commencer dès aujourd'hui à se différencier des concurrents et d'innover finalement. Et c'est vraiment pour moi le maître mot du e-commerçant. Un e-commerçant doit innover, innover, innover. Et donc de se positionner tout de suite sur la RSE, c'est clairement un des moyens de garder cette innovation et d'aller de l'avant sur des sujets qui vont être primordiaux demain. Il faut continuer à rester compétitif par rapport à ce qui se fait sur le marché.
Donc, du coup, on va essayer de comprendre un petit peu la RSE vraiment dans l'e-commerce. Qu'est-ce que ça peut vous apporter un peu plus concrètement? Donc, d'abord, la prise de conscience s'accélère. Donc, on voit vraiment que aujourd'hui, il y a 70% des acheteurs qui privilégient les sites qui mettent en avant une démarche éco-responsable et 53%, dont 62% de la génération Y, qui déclarent aujourd'hui que ils tiennent compte de ces éléments environnementaux, responsables ou éthiques dans leurs habitudes de consommation. Donc, on voit vraiment qu'il y a un engagement envers ça de nos consommateurs. Du coup, par où on commence? Alors l'idée, c'est qu'il va falloir vraiment s'interroger sur toute la chaîne d'approvisionnement et c'est l'exercice qu'on a essayé de faire avec Leslie. Vous allez voir qu'on va vraiment partir du produit, en passant par le marketing, en passant par le site e-commerce, la livraison, la logistique, etc. Et donc on va enchaîner tout ça. Voilà. Et avant, il est important, mais ça on y reviendra aussi dans les démarches, hein, c'est d'évaluer ses impacts. On sait très bien que les TPE et PME ou même les entreprises d'une façon générale, elles font déjà des choses, que ça soit socialement ou d'une façon environnementalement. Donc, elles font déjà des choses, mais elles ne mettent pas à plat et elles ne le mettent pas en avant. Donc, déjà, on peut faire un état des lieux. Il faut faire une analyse du cycle de vie des produits. Il faut évaluer les impacts. C'est quoi les enjeux? C'est quoi l'impact que je vais avoir moi à travers ces enjeux? Je définis des objectifs. Et surtout, je me fais accompagner parce que ce sont des étapes stratégiques qu'il ne faut pas louper. Donc, le mieux, c'est de se faire accompagner. Donc, on va commencer par interroger son offre produit. D'abord, son offre produit, on va adopter une politique d'achat responsable. On va regarder la partie achat. Donc, on sait que 68% des acheteurs privilégient l'achat auprès de sites français et des marques françaises. Donc, si vous faites vos propres produits, il faut regarder la conception. Et si vous faites appel à des fournisseurs, privilégiez des fournisseurs plutôt locaux, soit vraiment local, proche de chez vous, français, européens. Et si c'est plus en dehors de l'Europe, et que vous n'avez pas le choix, dans ces cas-là, mettez des chartes, même pour les locaux, hein, des chartes éthiques pour vous assurer que les fournisseurs soient aussi engagés et autant que vous. Parce que la RSE, c'est vraiment la transparence qui est importante. Tu peux avancer? Et du coup, vous ferez un gain financier. Les entreprises qui intègrent des critères de durabilité dans leurs achats peuvent réduire leur coût d'achat de 5 à 20%. Donc, il ne faut pas louper le coche sur la partie achat. Il faut proposer des offres aussi responsables et durables pour vos clients avec un prix juste. Il ne faut pas essayer de brader son produit tout le temps. Il faut être raisonnable pour pouvoir bien conserver ses marges. Et aussi, ça permet de ne pas brader le savoir-faire de la personne qui l'a fabriqué, par exemple. Donc, ça montre aussi une image où on fait attention à tous nos partenaires. La juste quantité, produire à la demande, ça permet de limiter le surstockage et de limiter aussi le gaspillage. Donc, il y a des systèmes de précommande qui sont de plus en plus plébiscités. On va le voir après, je vous donnerai un exemple un peu plus concret avec Asphalt notamment. Ouais, je voulais juste rebondir sur cette slide rapidement. Et vraiment, je trouve que le premier point, là, sur le prix juste, il est primordial en e-commerce. Moi, je l'ai beaucoup vécu quand j'étais e-commerçant, cette notion de prix, et on le voit avec les offres promotionnelles à longueur d'année, etc. La RSE, c'est un moyen de venir combattre ça, où on détruit la valeur de la chose, on détruit la valeur des produits énormément sur le net. Il faut aller contre ça parce que c'est nos vies de e-commerçants qui en dépendent. Il faut justifier la valeur de nos produits, trouver les bonnes façons aussi de les mettre en avant, les bonnes méthodes pour les vendre. Mais clairement, il faut arrêter de brader les prix. Donc ça, c'est un des trucs très, très importants. Donc, du coup, vous ferez des économies parce que si vous reniez pas vos marges, forcément, vous aurez, vous ferez aussi des économies, des gains et vous évitez les écueils au niveau des stocks. Donc, du coup, soit vous-même en tant que responsable ou le directeur financier va être content. On peut voir, on vous donne quelques petits trucs bonus.
où la majorité des commerçants, voilà, en période de Black Friday, la Camif, elle a décidé de fermer son site. Elle fonctionne encore. Ça ne veut pas dire, voilà, c'était pour montrer l'initiative qu'elle et le positionnement qu'elle prend. Alors, je ne vous dis pas de faire ça, bien évidemment, mais c'est pour montrer vraiment cet engagement et elle tient encore la route, cette société. Donc, il y a un axe aussi qu'on peut regarder, c'est mettre en place de la seconde main. Aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu sur le pouvoir d'achat. On le voit vraiment particulièrement en ce moment. On essaye de faire de la sobriété également. Il y a des nouveaux modèles économiques qui sont sortis avec eBay, Vestiaire Collectif, Le Bon Coin ou encore Vinted. Mais il y a des marques qui se sont mis aussi à avoir dans leur propre marque de la seconde main où ils permettent de récupérer les vêtements, notamment dans la mode. Du coup, ça leur permet de garder la main sur le cycle de vie du produit et d'avoir davantage une image sur un circuit externe. Donc, ça permet de retenir aussi et de fidéliser le client puisque derrière, ils vont souvent, quand ils redonnent les vêtements, ils peuvent donner un bon d'achat qui sera valable sur une nouvelle collection, par exemple. Il y a la location aussi sur laquelle vous pouvez partir. Il y a vraiment un marché là-dessus. En 2023, on voit que le marché a atteint un peu plus d'1,9 milliard d'euros. Et donc, du coup, il y a vraiment un engouement pour la location. Alors, au-delà de la partie mode, il y a aussi d'autres, par exemple, si vous avez besoin d'une ponceuse, vous n'allez pas forcément l'acheter parce que vous n'en avez pas besoin tous les jours. Donc, du coup, il est préférable d'aller le louer. Voilà. Ou alors sur les produits un petit peu haut de gamme qui sont plus accessibles à la location qu'à l'achat. Nous, en tant qu'agence, on sent ces mouvements-là. Alors, un peu moins sur la location, j'avoue, mais sur cette dernière année, on a monté plusieurs marketplaces, on va dire éthiques, seconde main, de produits locaux, etc. C'est des choses qu'on voit beaucoup se lancer là en 2023. On en a vu plusieurs. Donc voilà, pensez bien après à vos modèles économiques, hein, évidemment, autour de tout ça, mais il y a encore clairement des choses à faire sur ces marchés. Encore une fois, ce sont des pistes sur lesquelles il faut réfléchir à savoir est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas, est-ce que c'est avantageux. Bon, là, on fait un petit peu le panel de ce qui existe. Après, il faut adapter bien évidemment ça à votre activité. Donc, les bénéfices, bien évidemment, c'est environnemental dans un premier temps parce que c'est en termes d'impact CO2, le fait de reconditionner un produit, c'est moins impactant que d'acheter un produit neuf, bien évidemment. Et ça permet d'ouvrir à des personnes qui ont moins les moyens aussi d'acheter que d'acheter. Donc, attention à l'effet rebond. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour Vinted, on voit que c'est super, hein, on a l'impression d'acheter d'occasion, sauf qu'on achète plus. Donc, du coup, l'impact, il est, voilà. Et en plus, on se dit, tiens, je vais acheter cette petite robe. Et puis, si je l'utilise pas, je la mets sur Vinted. Voilà. Donc, il y a ces contreparties qu'il faut aussi prendre en compte. Ouais, ça a tendance à créer de la surconsommation au final, quoi. Ouais, au final, oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Après, dans le cycle de vie d'un produit, il faut également penser à la fin de vie. Donc, on l'a vu un petit peu avec la seconde main. On ne doit pas forcément envisager la poubelle, mais il y a aussi le don sur lequel ou inciter vos clients à réparer leurs produits. Donc aujourd'hui, il y a 45% des cyberacheteurs qui ont déjà acheté un produit issu de l'économie circulaire, soit reconditionné, recyclé ou d'occasion. Donc ça, c'est des, on va dire des modes ou des démarches qui sont de plus en plus rentrées dans nos mœurs, quoi. Donc, dans l'économie circulaire, c'est vraiment, on va dire, un nouveau modèle économique. Donc, pour ça, il faut, comme on vous l'a dit tout à l'heure, l'introduire dans une stratégie, concevoir des produits durables, réparables, s'appuyer sur des gens qui l'ont déjà fait, parce que c'est important de regarder ce qui se fait et s'appuyer dessus. Et ça permettra de réduire massivement les matières premières utilisées et utiliser le recyclage comme ultime solution.
Il y a des exemples aujourd'hui sur le marché qui en font déjà, qui mettent ça déjà en action. C'est Phoenix, par exemple, ou Too Good To Go. Là, c'est plus sur l'alimentaire où on va sauver des repas ou des paniers. Voilà. Pitcher, qui est une marque de vêtements qui propose une garantie de réparabilité à vie. Vous avez Patagonia qui était un peu les précurseurs justement sur la RSE. Et eux qui font des tutos pour réparer soi-même ses vêtements. Ou vous avez Balo, qui est une marque d'accessoires, qui indique comment faire en cas de tâche. Vous voyez, c'est des bonnes pratiques. Et on va essayer d'éduquer, d'accompagner le client à faire autrement, en fait. C'est vraiment là où vous avez ce pouvoir-là, en tout cas. Ou Opal, qui propose, elle, une veste qui est infinie recyclée avec une espèce de consigne qu'on peut récupérer la consigne. Voilà. Les bénéfices, en plus de proposer une fin juste à vos produits, bah, vous aurez des bénéfices collatéraux, vous allez fidéliser vos clients, vous allez améliorer votre image de marque, voilà, et vous allez avoir un impact environnemental qui sera bien meilleur que peut-être ce que vous avez déjà aujourd'hui. Hop, bam. Et les invendus, dis donc. Ouais, dis donc, les invendus. Bah, aujourd'hui, il y a des gros enjeux sur les invendus. Parce qu'on estime quand même à 4,3 milliards d'euros en France chaque année. Donc, ce qui est énorme. Bon, surtout sur la partie vestimentaire. On est d'accord. Et en plus, il y a une loi qui est anti-gaspillage sur laquelle il ne faut pas renier parce que ça peut être derrière, vous pouvez avoir des amendes. Donc, il faut vraiment prendre en considération le fait de tous ces invendus. Donc, comment on va les gérer? C'est quoi les solutions? Suivante. Il y a un petit décalage. Quand je clique, je pense qu'il y a un petit décalage. Ouais. Il y a un petit décalage. Donc, c'est produire au plus juste. On l'a déjà vu, on redit un petit peu les choses, mais avoir un système de précommande et de flux tendu, construire des offres et des produits avec vos clients pour vraiment que ça soit le plus adapté possible. Intégrer des fournisseurs qui ont des critères de réparabilité des produits et réduire l'obsolescence psychologique avec des designs intemporels, durables et voilà, et modulables. Que ça soit donc par exemple en Asphalt qui a mis en place un système de précommande en 2022 a vendu pour plus de 23 millions d'euros de vêtements. Donc ça veut dire que ça fonctionne le système de précommande. On a toujours peur de ne pas aller assez vite. Mais non, ça crée quelque part un besoin. Donc, du coup, ça fonctionne. Ouais, et c'est un peu un pavé dans la mare aussi hein, qu'on est en train de mettre aujourd'hui, je trouve, par rapport à toutes les marques qui sont pas forcément dans cette logique RSE. Et moi, je l'ai vécu quand j'étais e-commerçant, où j'étais distributeur de marques qui surproduisaient volontairement pour pouvoir alimenter le marché de la outlet derrière. Enfin, on était sur une hérésie, quoi. Donc, des fois, ils surproduisaient même des choses pas de la même qualité, mais avec les mêmes références. Enfin, on est arrivé à des choses qui sont tellement désespérantes que c'est très bien qu'on se pose ces bonnes questions. Ouais. Maintenant, on voit l'impact, donc maintenant, on se pose les questions. On aurait peut-être dû le faire avant, mais bon, c'est comme ça. On essaye de remanier les choses. Donc, penser à des services de réparation, créer des partenariats avec des réparateurs pour intégrer ces produits dans un système plus vertueux, plus circulaire. Et penser à favoriser le réemploi de ces produits plutôt que le recyclage, soit via des dons, soit de la valorisation par le biais d'une plateforme de seconde main, donner des invendus aux associations aussi. Ça, d'une façon, c'est très porteur dans une démarche RSE, mais aussi pour la collectivité, quoi. C'est beaucoup mieux. Il y a Dartimax. Vous voyez, tu vois ce que c'est Dartimax. Voilà, aujourd'hui, ils ont permis d'avoir une croissance grâce à ça. Donc, Dartimax, ça permet, via un abonnement, de pouvoir faire réparer sa machine à laver. Je parle de machine à laver parce qu'elle est tombée en panne. Moi, je suis en train de la faire réparer. Vous voyez, je ne rachète pas. Faire réparer vos produits plus facilement. Donc, on donne cette accessibilité et c'est un vrai modèle vers une logique plus circulaire.
On a mis en place, nous, sur une marketplace, Tilly, qui est un artisan qui fait des réparations, mais aussi tout ce qui est ourlet, etc. Donc voilà, c'est aussi des choses qui se sont mises en place. Il y a des personnes qui offrent ces services-là et que vous pouvez déjà intégrer sur vos sites internet. Donc il y a Ouais. des choses qui se mettent en place. Ouais, il y a des sites e-commerce moi, avec lesquels je travaille qui, par exemple, ben, vendent des matelas, par exemple. Et, euh, et après, une fois qu'ils sont retournés parce que ça va pas, ou voilà, ils les donnent à des associations, en fait. Mm. Ouais. C'est une bonne façon aussi de faire. Donc les bénéfices, ben, ça vous crée des sources de revenus supplémentaires, d'avoir en parallèle, par exemple, de la réparation, ça peut être des offres en plus. Ça vous permet de vous différencier et ça permet d'avoir une meilleure gestion de votre trésorerie. Allez, on enchaîne sur la partie communication et marketing. Maintenant qu'on a Ouais, bien compris notre partie produit. Bon, ici, l'idée, hein, c'est faut pas se tromper. On n'est pas là pour faire du greenwashing. On va pas se faire passer pour plus vert que ce qu'on est. Donc, il faut être honnête, il faut être transparent sur ce qu'on fait. Donc évidemment, il faut respecter les lois si elles sont là, si elles nous l'imposent. Il faut venir se positionner sur ces marchés-là, mettre en avant cette notion de réputation, d'image de marque employeur, on en a parlé. Gardez en tête que ça peut avoir un impact très positif sur notre performance commerciale. Évidemment, notre éthique personnelle à chacun, chaque petit pas qu'on va faire vers l'environnement sera un grand pas au global. Donc, mais c'est ça les enjeux, mais n'allons pas faire n'importe quoi juste pour se faire mousser, entre guillemets. Ça doit être porté par une vraie démarche et un vrai engagement. Donc, c'est ce que je l'ai dit là. Il existe des labels, alors tu nous reparleras un petit peu plus loin des labels oui, qu'on peut obtenir quand on se lance là-dessus. Et l'idée, ça va être le plus transparent possible sur ces démarches-là. Et moi, je trouve que typiquement, si vous avez un blog sur votre site, si vous avez des réseaux sociaux, c'est des endroits parfaits pour venir montrer ce que vous faites sans en surmontrer. Même si vous faites que des petites choses, toutes ces petites choses auront une vraie importance. Et donc, vous allez pouvoir prouver cette valeur que vous ajoutez là-dessus. Et évidemment, euh, soyez cohérent de manière globale. On en reparlera un petit peu plus loin quand on va parler d'éco-conception. J'en parlais hier avec Xavier Collard de Altix, qui est un de nos partenaires sur lequel on travaille sur de la partie expérience utilisateur et sur aussi cette partie éco-conception. Et où on a beaucoup d'entreprises qui viennent nous dire, mais nous, on veut que notre site soit vraiment un super au top de l'éco-conception. Alors par contre, sur la page d'accueil, on voudrait mettre 3 vidéos. La première qui explique pourquoi on le fait, la deuxième comment et la troisième pourquoi. Déjà, va falloir peut-être pas les mettre ces vidéos-là parce que d'un point de vue conception, c'est pas une bonne idée. Et là, tout de suite, on se heurte un peu à des murs. Donc voilà, réfléchissez à tout ça. Allez les belles, je te laisse reprendre la main puisque tu ouais. les maîtrises beaucoup Juste mieux. pour compléter, effectivement, la transparence est important. Vous pouvez montrer même des choses que vous êtes en train de faire de positif, mais qu'est-ce qui vous reste à faire encore? Ça, vous Mm. pouvez le dire en disant, OK, bon, je suis pas très bon sur ce domaine-là, mais je suis en train d'y réfléchir. Aucun problème avec ça. À partir du moment où vous montrez les choses, que vous les prouvez avec des actions derrière que vous êtes en train de mettre en place, c'est OK. Voilà, le greenwashing, c'est vraiment dire je suis durable alors que personne aujourd'hui est complètement nickel, hein. Je vous le dis vraiment, personne n'est nickel. Donc les labels, il y en a une tripotée, il y en a beaucoup. Comment faire un petit peu le point là-dessus? Pour faire simple, vous avez des labels un peu génériques comme le B Corp, le RSE engagé qui se base, Lucie ou voilà, qui se base ou Ecovadis sur l'ISO 26000, la norme qu'on a vue tout au départ. Donc ça, ils sont plutôt généralistes. Moi, j'aime bien le B Corp pour la simple et bonne raison que ça prend aussi la partie modèle d'affaires. Donc, votre stratégie, ça prend vraiment votre stratégie en place. Je le trouve très complet, mais après, voilà, il y en a plein d'autres. Et après, si vous voulez compléter, vous pouvez compléter par si vous êtes dans la mode avec des labels estampillés et spécifiques à ça, ou dans les cosmétiques ou dans l'alimentaire. Vous pouvez en cumuler plusieurs. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc là, l'idée, c'est bon, j'imagine, de se faire accompagner typiquement par des Ouais, personnes comme toi pour savoir quel label on va essayer d'aller attaquer. Et puis après, c'est ça.
Est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou c'est des grilles pas? de choses à suivre. Comment ça C'est fonctionne en ça. fait, c'est ça? C'est comme un questionnaire en fait. On répond à un ensemble de questions pour faire un état des lieux. Ça nous donne un score et ce score, on va essayer de l'améliorer avec en disant bon bah là on n'est pas très bon, il faut qu'on ait cet axe d'amélioration. Ça va être nos objectifs et en fonction de ça, on va récupérer des points suivant les axes d'amélioration qu'on va avoir et ensuite une fois qu'on a le nombre de points suffisant, qu'on est OK, on va au label, on se fait auditer. Et ensuite, on passe l'audit. En sachant que si vous avez rassemblé tous les documents qu'il faut pour un premier label, bah, un deuxième, ça sera easy. Parce que les documents qu'on demande sont souvent identiques quand même. Voilà. Ok. Donc, il y a des Donc, exemples de marques, voilà, par exemple Bicorp, qui sont déjà estampillées avec le label. Mais il y en a plein d'autres, hein, il y en a plus de 300. bon, les enjeux, et j'en ai déjà parlé dans un webinaire de la semaine dernière, parce qu'on parlait de marketing, et on avait beaucoup parlé de biais cognitifs dans mon précédent webinaire, donc c'est rigolo, on y revient cette semaine, parce que c'est vrai que ces biais cognitifs sont un des leviers qu'on peut utiliser quand on fait du e-commerce, et j'avais présenté un certain nombre de leviers en expliquant le fonctionnement de ces leviers, et le pourquoi du comment, et pourquoi on peut les utiliser, mais j'avais déjà, lors du précédent webinaire, mal à poser un disclaimer en disant attention, ces leviers, ils existent, utilisez-les de manière éthique. Alors, souvent, moi, j'ai tendance, j'aime bien utiliser, alors même si c'est quelque chose qui semble antinomique, le mot manipulation positive. Voilà. Vous pouvez manipuler positivement, mais faites attention à ça. Donc, ici, on vous redonnait quelques exemples de biais d'ancrage. L'idée, c'est de toujours venir vous assurer que vous n'allez pas créer un mensonge finalement dans votre process de vente. Donc, utilise des biais cognitifs, pourquoi pas, mais en tout cas, jamais en les détournant. N'affichez pas d'abord un prix pas cher qui va faire un biais d'ancrage pour faire croire que c'est pas cher, puis finalement à la fin c'est plus cher. Soyez toujours le plus transparent, le plus juste possible. Et ça, c'est vraiment, pour moi, encore une fois, c'est le niveau de justesse et de transparence, de pertinence de vos offres. C'est ce qui va enlever toute notion de frustration et où dès que la personne va se sentir, entre guillemets, arnaquée, de toute façon, elle va s'en rendre compte. Donc, c'est là les limites des biais cognitifs. Faites attention à tout ça. Alors, évidemment, il y a des biais qu'on peut venir utiliser parce qu'on est quand même là, malgré tout, pour faire du e-commerce, mais vendons les bons produits à la bonne personne au bon moment et essayons pas de venir rajouter des tonnes de choses au milieu de tout ça. Et respectons les périodes de soldes. C'est pas la peine d'aller faire des soldes toute l'année ou de tricher là-dessus. Donc voilà, on le disait ici, c'est ce que je disais, ne détournons pas l'intention initiale de la personne. Les flash promos qui clignotent, les faux FOMO, voilà, le faux stress du dernier article en stock, etc. Bah oui, c'est des choses que beaucoup de e-commerçants utilisent. Malheureusement, ça fonctionne et des fois, j'ai l'impression que plus c'est gros, plus ça fonctionne, puisque moi-même, des fois, je me fais avoir par ces messages-là. On ne vous conseillera jamais de les utiliser, vous conseillera de faire des choses clean là-dessus. Maintenant, si c'est réellement le dernier produit, pourquoi ne pas l'afficher, mais l'affichez pas s'il en reste 500, quoi. Comme ce que font beaucoup. Alors après, sur les algorithmes de recommandation, avec les sites, je pense qu'on est plus ou moins d'accord sur le sujet-là. C'est quand même des choses qu'on va vous recommander en tant que e-commerçant, mais encore une fois, sur des choses bien faites et qui vont prendre en compte un petit peu, qui vont rester socialement, on va dire, propres. Mais toujours, en tout cas, être le plus transparent possible. Ouais, c'est ça. Allez, on va interroger notre site internet. Alors, je ne sais pas s'il va nous répondre, mais on va essayer de l'interroger. Et on va parler un petit peu de choix de plateforme e-commerce, d'éco-conception et de cette notion d'obésité du web, d'obésiciel, comme on dit dans le monde du logiciel. Si je résume nos objectifs de manière très très simple, être éco-responsable, c'est venir limiter les consommations de ressources, qu'on parle de mémoire, de processeur ou de bande passante. Grosso modo, on va avoir ce triple objectif-là en vue. Ce qui m'a touché quand j'ai préparé ce webinaire avec toi, Leslie, et j'en suis malheureusement revenu à mes expériences de vieil utilisateur de l'Internet, puisque je me rappelle dans les années 90, les premières pages Internet qu'on chargeait, finalement, une page, elle chargeait à peu près comme maintenant, en fait. Ça mettait quelques secondes à charger une page. Par contre, une page faisait 14 kilos en moyenne en 1995.
Aujourd'hui, une page fait 2 mégas et souvent, malheureusement, beaucoup plus que ça. Donc, là, on est sur 95-2022, ça fait une période de 27 ans. Aujourd'hui, on est en 2024, ça n'a pas changé grand-chose. Finalement, en 30 ans, on charge les pages aussi lentement ou aussi rapidement, à nous de voir, qu'il y a 30 ans. On ne va pas plus vite pour acheter un billet de train, on ne va pas plus vite pour acheter un truc en ligne. Mais en même temps, nos ordinateurs, nos téléphones ont été multipliés en termes de capacité, peut-être par 100, 200, 500, je n'ai pas le chiffre exact. Et donc, il y a quand même un truc qui cloche pas, qui cloche, quoi. On a des devices de plus en plus rapides, mais les pages sont toujours aussi lentes à charger. Ben voilà, c'est ça l'obésité des logiciels, l'obésité du net, c'est ça. Et il faut, c'est notre responsabilité d'être intelligent là-dessus. Et là, je vais vous parler à vous, les e-commerçants. On va reparler un petit peu après dans les bonnes pratiques. C'est que nous, souvent, en tant qu'agence, on fait des efforts, on travaille la performance du site, on passe tous les radars, on a les fameux scores Web Vitals, on a des petits outils que je vais vous montrer, où on a des bonnes notes A, B, on est tout content de nous. Puis on vous laisse le site, et puis on revient 2 semaines après, et là, il y a des images qui font 20 mégas sur la page d'accueil, des vidéos, des machins, et normalement, là, les bras nous tombent, hein, je vous avoue. Et voilà, gardez ça en tête, votre site, soyez un petit peu, faites attention aussi à ce que vous faites, et envoyez pas des poids lourds sur votre page d'accueil. Hop. Ouais, j'ai voulu vous poser quelques chiffres sur les data centers parce que on se dit souvent que c'est ça le gros impact écologique du web, c'est ces énormes data centers. Il y a plus de 700 data centers pour les GAFAM, par exemple, dans le monde. Et on se dit que c'est ça, la pollution vient de là. Et en partie, hein, mais sauf qu'il ne faut pas oublier qu'on est 62% de la population à avoir des devices dans tous les sens. On a 34 milliards de devices. Et que ces devices, on est tous assez couillons pour les changer tous les 2 ans. Enfin, pas tous, heureusement. Que ça crée plein de choses qui sont plus ou moins bien recyclées, qu'on a une course à l'armement sur des devices de plus en plus puissants, parce qu'en effet, les créateurs de sites ne font pas forcément leur job. Donc en fait, l'énergie, elle n'est pas que dans les data centers, elle est là-dedans, elle est dans le canot, dans les tuyaux qui passent au milieu des océans, etc. Donc la petite statistique un peu édifiante, l'empreinte du web en termes de CO2, d'équivalent CO2 et d'utilisation d'eau, le web en entier utilise autant que 2 fois la population française. Donc c'est quand même Je peux assez. rajouter une petite stat, c'est 4% de l'impact. Le numérique, ça représente 4%, c'est autant que l'aviation civile. Ok. Voilà. Donc si on parle un petit peu d'éco-conception, bien l'idée ça va être de créer dès le départ un site qui va nécessiter la plus petite configuration possible. Hein. On pourrait très bien tous avoir des téléphones qui ont 5 ou 6 ans et que les sites marchent bien dessus, ce serait quand même pas mal. Monopoliser le moins longtemps le possible les serveurs à côté data center et puis utiliser le moins de serveurs possible, le moins de réseaux possible. Et là où c'est assez rigolo, c'est quand on se rend compte et qu'on regarde un petit peu tout ça de manière un peu moins macroscopique, 80% du boulot, il va se faire avant qu'on commence à écrire du code. C'est-à-dire que c'est toute la partie conception, avant même de commencer à écrire le code de votre site internet, qui va définir l'impact écologique de votre site. Alors souvent, et nous on le voit beaucoup, quand on reçoit des cahiers des charges de 500 pages, 70% des fonctionnalités demandées par l'utilisateur ne sont jamais ou rarement utilisées. Donc ne les développons pas, on va tous gagner du temps et de l'argent. Un petit exemple chez Bing, ils ont juste enlevé 20% d'éléments d'affichage. Alors, j'ai pas le détail, c'est vraiment une stat que j'ai lue et que je vous repartage sur les pages de résultats du moteur de recherche. Et ça a permis de réduire de 80% côté serveur. Donc, des fois, un petit impact sur le client a un gros impact côté data center. Alors, comment vous allez évaluer, vous, si votre site il est éco-conçu ou pas? Eh bien, il y a 2-3 petits outils qui existent, et notamment des extensions que vous pouvez mettre sur vos navigateurs. J'en ai noté 2 ici, EcoIndex et Green IT Analysis. Alors, je ne vous ai pas fait une copie d'écran de EcoIndex parce que le jour où j'ai fait les slides, ils étaient plantés. Donc, je vous ai fait une copie d'écran de Green IT Analysis. Mais les deux sont bien, franchement. Et ici, voilà, j'ai pris un site tout simple. Alors, je crois que c'était un site vitrine, celui-là, qui a un EcoIndex de C. Alors, on ne va pas se glorifier. C, c'est pas dingue, mais franchement, voilà, c'est pas si mal, quoi. Alors, on n'est pas nul avec du C. Et on voit vraiment des choses rigolotes. Ça nous dit le nombre d'eau qui est utilisé, l'équivalent CO2. On voit un certain nombre de choses. Et vous avez ensuite, chez Green IT, en l'occurrence, il y a 25 ou 30 bonnes pratiques toutes simples à venir utiliser sur votre site. Alors après, quand vous allez creuser un petit peu, il y en a certaines qui sont
sujet à discussion. Alors, moi, j'en ai une dans le lot, justement, que j'ai discuté avec un de mes développeurs qui me dit ouais, mais moi, là-dessus, je suis pas d'accord parce que celle-là, elle nous permet d'avoir une meilleure note dans les Core Web Vitals, vous savez, les trucs de Google. Et du coup, ben, voilà. Donc, vraiment, il va falloir faire des arbitrages. Ça va pas toujours être rigolo. D'où l'intérêt de passer avec des gens qui ont aussi l'habitude de le faire et qui peuvent vous aider, qui peuvent faire des audits d'éco-conception de vos sites et vous donner des bonnes idées, des bonnes pratiques techniques. Donc, évidemment, performance et poids, à part, oui, c'était sur le choix d'une plateforme CMS, c'est quelque chose qu'on va nous demander souvent, nous. Ah, mais est-ce que Magento est mieux que Shopify, qui est lui-même est mieux que PrestaShop? Franchement, il n'y a pas de bonne réponse toute faite. Dans les éléments que vous pouvez prendre en compte, c'est déjà la notion d'hébergement. Des solutions comme Shopify, par exemple, c'est des solutions qui sont hébergées en mode SaaS. Donc, en fait, vous mutualisez des hébergements, donc vous mutualisez des ressources. Mais finalement, aujourd'hui, quand vous allez prendre à peu près n'importe quel hébergement en mode on-premise, comme on dit, si vous faites un Magento ou PrestaShop, vous auto-hébergez votre site, bah, vous allez aussi être chez un hébergeur qui fait du cloud et qui donc va virtualiser ses serveurs et donc a cette capacité de faire évoluer vos ressources en fonction de vos besoins. Donc, je serais tendance à dire que déjà sur la partie software as a service ou software on-premise auto-hébergé, l'impact est peut-être un peu moins différent que ce qu'on avait quelques années, où des fois on avait des gros serveurs pour des petits sites où là c'était pas très cohérent. Bon, l'idée c'est surtout de privilégier donc une plateforme qui va être légère, qui va déjà être à peu près optimisée au démarrage. Maintenant, aujourd'hui, vous prenez un Magento, un PrestaShop ou un Shopify, vous avez déjà quelque chose de base qui est à peu près cohérent. Dans tous les cas, il faut une plateforme qui va vous permettre par contre de venir simplifier votre front-end, puisque un site éco-responsable, c'est un site qui est fluide, léger et assez épuré. Il n'y a pas 350 vidéos et 250 images comme le disais tout à l'heure. Ça, il faut que le CMS vous le permette. Faut que vous ayez cette capacité de gérer des ressources côté serveur, avec notamment de la mise en place de cache côté serveur, parce que tout ce que vous allez pouvoir mettre en cache ne va pas être recalculé à chaque fois, donc va permettre de gagner du temps et de l'argent aussi en puissance machine. Alors les bonnes nouvelles de cette partie éco-responsable, c'est que, à quelques exceptions près dont je viens de parler juste avant, si vous faites bien votre job pour l'éco-responsable, vous faites bien votre job pour le SEO. Vous allez avoir des sites qui sont rapides, simples à comprendre par Google. Donc, vous avez un double effet qui se coule. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce que vous pouvez rajouter dans votre choix de plateforme e-commerce, c'est d'aller voir aussi, tiens, finalement, mais est-ce que l'éditeur de la plateforme est très respectueux du RSE? Est-ce que licencier 1500 personnes du jour au lendemain, c'est RSE ou pas? Je ne sais pas. Voilà, on peut se poser des questions dans ce style-là. Donc, allez voir un petit peu ce que font aussi les éditeurs des outils pour savoir si oui ou non, eux sont impliqués dans ce genre de démarche. C'est un peu tous les maillons de la chaîne. Bon, la partie plateforme ou software, je vous en ai déjà parlé, donc je vais repasser très vite sur cette slide. Ouais, j'en ai parlé aussi. Hop, on passe vite. Je vous avais fait un super tableau, mais je vous le laisserai regarder quand vous ferez le replay, parce qu'on va avancer vite, que c'est déjà 11h45, mais où j'ai essayé de vous comparer un petit peu les différentes plateformes. Je suis allé un peu plus loin que juste des choses purement RSE, parce que je me suis dit finalement, la facilité d'utilisation, ça a un impact aussi sur le temps passé à se former, etc. Donc, il y a des notions économiques derrière. Donc, je vous ai parlé de sécurité, je vous ai parlé de personnalisation. Vous pouvez rentrer un peu plus dans ce tableau pour découvrir tout ça. Les bonnes pratiques en termes de spécification. On l'a vu, c'est peut-être 80% du job qui se fait avant qu'on commence à coder. Ne retenir que les fonctions essentielles, supprimer tout ce qui ne sert à rien, évidemment réfléchir tout de suite pour ces devices-là. Ça évitera de faire des choses super lourdes et qui mettraient des années à se charger sur un téléphone. En plus, c'est bon pour votre SEO. D'un point de vue conception, je vous mets des petites pistes et là encore une fois, je vous laisserai rentrer dedans et je ne vais pas vous faire de secret, c'est tiré de ce petit bouquin que m'avait conseillé Leslie, que je vous invite à aller découvrir. Il ne veut pas faire la mise au point, qui est très bien fichu. C'est des petites fiches pratiques dedans, c'est carrément bien fait. Donc voilà, utilisez vos parcours utilisateurs, proposez des traitements asynchrones quand c'est possible, limitez les animations JavaScript, limitez les carousels. Voilà, on l'a montré, c'est lourd et ça sert à rien, donc mettez pas des carousels partout.
Bon, il y en a quelques-unes qui sont des fois sujettes à discussion, pagination versus défilement infini, ouais, des choses qu'on peut discuter. En termes de réalisation, bah, rester sur des choses simples, encore une fois, privilégier les polices standards, limiter le nombre de CSS, analyser la qualité du code, ça c'est super important, hein, plus votre code sera propre et performant, mieux ce sera. Limiter le nombre de requêtes HTTP, utiliser du lazy loading, utiliser tout ce qui est la mise en cache, ça va être très important. Soyez intelligent quand vous codez en termes de requêtes SQL, par exemple. Là, je parle un petit peu de technique, mais des requêtes SQL qui se répètent à l'intérieur d'une boucle, c'est peut-être pas très intelligent. Le SQL, c'est un langage ensembliste qui permet de faire des choses en dehors des boucles. Ouais, plein de petites choses comme ça que vous allez pouvoir bosser. En termes de production, vous allez pouvoir mettre en place des CDN qui vont permettre de dispatcher les ressources au plus proche de vos utilisateurs, mettre en place des caches, mettre en place ce qu'on appelle du varnish qui permet d'accélérer énormément côté serveur et de limiter les consommations d'énergie, et tout un tas de choses comme ça. Et évidemment, choisir un hébergeur éco-responsable, c'est déjà un bon point de départ. En termes d'utilisation, voilà, hein, optimiser et générer les images avant importation dans les CMS. Ça, c'est le truc que je vous disais tout à l'heure, hein, votre agence fait un boulot de dingue et la première image que vous envoyez, elle fait 20 mégas, ben, vous avez perdu tout le travail qu'a fait votre agence juste pour une petite boulette. Donc, essayez de garder ça en tête. Chose dont on parlait tout à l'heure aussi, hein, éviter la lecture et le chargement automatique de son, de vidéo. Ça fait plaisir. Souvent, les gens qui sont éco-responsables aiment le montrer en vidéo, mais ben, c'est une belle erreur. Compressez vos documents et limitez aussi vos outils d'analyse et de collecte de données. Hein, tant qu'à faire, on est en train de parler de responsabilité et de respect de nos clients. Peut-être pas la peine de les espionner dans tous les sens. On peut être un petit peu intelligent aussi là-dessus. Allez, on continue une fois que notre site est à peu près carré. Ça reste des choses, des règles de bon sens, hein, finalement. On enchaîne sur la logistique, le packaging et la livraison. Et là, il y a matière. Il y a des choses à dire. Ouais, il y a quelques petits points à voir ensemble. Donc, du coup, à ton avis, toi, le volume de colis estimé par an en France, il serait plutôt de 7 millions, 60 millions ou 1 milliard? L'impact, est-ce qu'il est... C'est une bonne question, mais je pense que c'est au moins 60 millions, j'imagine. Eh bien non, c'est un peu plus même. C'est 1 milliard. 1 milliard de colis par an, ce qui correspond quand même à 1 million de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre environ. Donc, ce qui est assez impactant. Du coup, il faut vraiment aussi regarder ce point-là. Vous voyez, comme on vous l'a dit au début, sur toute la chaîne, il va falloir regarder où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on n'est pas bon. Donc pour ça, il y a quelques chiffres que l'ADEME, donc l'Agence de transition écologique, a sortis. On sait qu'un tiers des retraits de colis seraient réalisés en voiture dans le cas d'un trajet spécifique. Vraiment, on va chercher son colis exprès pour ça, alors qu'on pourrait l'introduire dans un parcours. Et ce qui est assez énorme, 50% de vide en moyenne dans les colis. Donc voilà. L'ADEME a développé un outil de simulation portant sur les impacts du e-commerce qui s'appelle Essel, qui est disponible sur leur site. En fait, c'est un format tableur qui permet d'évaluer l'impact relatif entre un achat en ligne et en magasin sur différents scénarios. Livraison à domicile, déplacement du consommateur en point relais, le colis retourné, voilà. Et il y a plusieurs catégories sur la commande, le site, la livraison, l'acheminement aérien, routier, déplacement du consommateur, emballage. Voilà, c'est un outil qui peut être utilisé pour un petit peu voir l'impact. Il faut interroger son packaging, du coup. À quel niveau? En général, le e-commerçant, c'est la première expérience qu'il a avec son client. D'accord? Moi, je reçois mon colis. C'est la première image qu'on va avoir de notre e-commerce. Donc, du coup, c'est hyper important. Mais par contre, c'est une source de déchets et d'impact environnemental assez important. Comment y remédier? D'abord, on va voir la partie à l'intérieur du colis. On va rentrer un petit peu dans le détail, mais encore une fois, ce sont des bonnes pratiques. On va éviter les ajouts de papier ou de plastique. Si le produit est non fragile, ça ne sert à rien, d'accord? Ou on va utiliser du papier qui est soit recyclé, soit qui a déjà été utilisé et du film compostable. On va minimiser les supports de com. On ne va pas mettre forcément de papier à l'intérieur de notre colis, mais on va plutôt les mettre soit en ligne sur le site, par exemple, ou on va mettre des QR codes pour pouvoir bénéficier de bonnes réductions. On va privilégier aussi les imprimeurs et si on doit imprimer ou les étiquettes et tout ça, privilégier toujours des fournisseurs et des partenaires locaux.
Le papier, l'encre aussi, on peut utiliser du papier et des déchets à base de déchets agro-industriels. Voilà. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails non plus. Au niveau du colis, ben, on va adapter la taille du packaging. D'accord, Cdiscount l'a fait. Ils ont investi dans une machine où ils ont permis de réduire de 30% la consommation de matière, 30% le vide dans les colis et 30% le nombre de camions. Donc c'est voilà, pensez aussi investir ou en tout cas regardez votre fournisseur s'il peut le faire, si c'est lui qui traite par exemple vos colis. Ils ont fait plein de choses en termes de d'éco-livraison, etc. Je sais aussi, j'avais vu une conférence là-dessus. Ils font voyager des colis dans des trains normaux en fait. Ils utilisent des espaces disponibles dans des trains pour pas rajouter des choses en plus. Et après, moi j'ai vu par contre aussi les machines là de colis, notamment je les ai vues chez Spartoo. C'est impressionnant. Ça découpe le carton, enfin ça plie le carton à la bonne taille, etc. C'est carrément impressionnant. Ouais, c'est top. Ouais. Donc du coup, il faut essayer d'optimiser ce genre de choses. Le format optimisé pour le format le plus classique pour justement éviter les redécoupes si on n'a pas de machine appropriée. On va utiliser des matériaux bien sûr naturels, biodégradables. On va limiter les scotch. On pense à indiquer aux consommateurs le type de matériau utilisé. Toujours dans la sensibilisation de nos clients. Hein, on va essayer de leur dire, bah, tiens, ce carton-là, vous allez pouvoir l'utiliser vraiment dans les choses éducatives. Pour autre chose, créer des choses, voilà, vraiment dans l'éducation ludique pour pouvoir sensibiliser vos clients. C'est vraiment cette approche-là que vous devez avoir. Avril, les cosmétiques, là, ils ont récemment sont fait livrer des cartons déjà utilisés en fait pour pouvoir eux-mêmes les réutiliser pour leur propre livraison. Tu vois. Il y a des choses aussi comme ça qui peuvent se faire. Je pense à la partie carton et taille des cartons. Plus ça va, plus on est facturé en poids volumétrique. Exactement. Et du coup, là, il y a un vrai impact en plus purement économique quoi, en tant que e-commerçant de pas mettre des énormes cartons pour mettre ça dedans. C'est ça sera dans une des slides, mais c'est pas grave. Désolé. Donc il y a des acteurs comme ça, non, nos problèmes, qui proposent aux e-commerçants des colis réutilisables comme ePli, Living Packet, Hop Hop Hop, Repack, voilà. En fait, ça permet d'avoir une façon de faire différente. Donc, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur des gens qui ont déjà étudié le sujet, quoi. Et donc, du coup, des gains, hein, réduction du volume, des économies de packaging et, comme tu l'as dit, des économies de transport parce que les transporteurs, ils vont regarder de plus en plus et vont tenir compte des volumes parce que eux aussi sont impactés par la RSE et qu'ils doivent faire attention. Donc, ça induit aussi leurs clients. On va interroger aussi la livraison. Donc là, il y a des enjeux importants sur la livraison. Il faut toujours être plus rapide, plus gratuit, il faut aller vite. Donc du coup, on envoie des camions à moitié vides. Est-ce que c'est mieux d'être en click on collect, point relais, livraison à domicile? Ça, c'est encore la grande question, parce qu'il n'y a pas forcément de chiffre là-dessus. La l'ubérisation du dernier kilomètre. Donc ça, c'est les enjeux et les solutions que l'on peut apporter à ça. C'est peut-être arrêter de… Ah, j'ai oublié une slide. Oui, La Poste. La Poste, eux, ils ont déjà entamé quelque chose d'assez durable puisqu'ils ont investi dans de la flotte de véhicules électriques il y a 2 ans. Et donc, du coup, ils ont un parc qui sont bien équipés. Donc, pensez, voilà, tout simplement à La Poste. On peut dire ce qu'on veut, mais voilà, ils sont quand même français et ils sont là. Ouais. Donc, du coup, proposer la livraison express, oui, peut-être, mais sensibiliser vos clients à ça. Et si vous voulez garder cette option de livrer d'une façon express, ne les mettez pas gratuitement. Essayez de les sensibiliser à les faire payer et mettez l'impact que ça peut avoir pour telle livraison. Si je me fais livrer un relais, ça fait tel impact. Si je me fais livrer chez moi, ça fait tel impact CO2 pour qu'ils aient une visibilité là-dessus. Toujours dans cet esprit de transparence. Voilà. Plus vous allez sensibiliser et plus vous allez les embarquer. Un petit truc aussi sur lequel moi je me posais des questions quand j'étais moi-même e-commerçant, c'est sur le wording. Tu vois, je disais pas forcément livraison gratuite, je disais livraison offerte. Parce que c'est pas gratuit quoi la livraison, le commerçant la paye. Donc en fait, il l'offre à son client. Donc tu vois, il y a des choses aussi dans l'éducation et la pédagogie sur lesquelles on peut bosser. Et alors,
je sors un peu du RSE, mais c'est important que Mmh. parce que pour moi, en tant que e-commerçant, je me rendais vraiment compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui pensaient que c'était gratuit, quoi, la livraison. Genre, moi, je la paye pas. Ben, si, en fait, Mmh. les commerçants, ils la payent et ils la payent cher. Ouais, c'est vrai. Donc, pensez aux points relais ou aux tournées mutualisées. Ça existe, hein, les OMI l'utilisent notamment. Et sélectionner les transporteurs qui sont engagés, comme Colissimo par exemple. Des exemples de plateformes qui peuvent vous accompagner là-dessus. Cocolis, qui est une plateforme d'envoi de colis collaboratifs. Il y a des services de livraison en coportage qui existent entre les particuliers Mm. ou des points relais chez le particulier. Voilà, il y a des choses qui se développent autour de ça. Faut ouvrir les oreilles et se renseigner parce que ça marche. Ça marche et puis ça va rentrer de plus en plus dans les mœurs. Dernier point, il me semble. Oui, on va interroger ces retours produits. Les retours produits sont importants parce qu'il y a comme on l'a vu au départ, il y a pas mal de produits neufs qui sont jetés ou détruits chaque année. Donc c'est assez énorme. Et il y a des taux de retour, voilà, ça représente 39%, surtout dans le secteur de la mode. On prend, on essaye, hop, ça va pas, on renvoie. Donc du coup, il y a des acteurs, des gros acteurs, surtout H&M, Zara, Uniqlo, voilà, qui ont commencé à faire machine arrière là-dessus parce qu'ils voient que ça impacte leur marge. Donc, vous voyez, si eux, ils commencent à faire machine arrière, c'est que du coup, c'est pas si bon que ça. Alors, je suis étonné par le 39% en France, mais il a dû encore fortement augmenter parce Ouais, il y a 4-5 ans, il était plutôt aux alentours de 20%, je dirais. Par contre, on avait l'exemple de l'Allemagne où il était à plus de 50%. Et donc, je ouais. pense qu'on arrive aussi à ces chiffres-là petit à petit en France. Ben là, c'est 2022, tu vois, les Mm. France Stratégie, les études. Moi, je me Ouais. suis appuyée que sur des études, hein, de toute façon, je les invente Ah, pas. impressionnant. Euh, Ouais. ouais, ça augmente énormément. Ouais. Donc 50%, 51% des clients et clients e-commerce dans le monde achètent en trop, Mm. soit trop grand, pas la bonne couleur, voilà. Et du coup, ils peuvent, en fait, euh, ils pourraient bénéficier de retours gratuits. Si vous enlevez les retours gratuits, ces 50%, ils vont bien évidemment diminuer. D'accord? Ouais. Si vous ne donnez pas la possibilité. Ou alors, il faut les faire payer. Ça permet de. Donc, il y a des solutions. Déjà, vous, et ça, Christophe pourra aussi me comment dire, accompagner là-dessus parce que voilà, on conçoit des fiches produits précises avec des photos, avec des guides de taille, des gabarits, des couleurs explicites, Mm. des vues, des tailles de mannequins différentes, voilà, pour que le client il soit bien informé et qu'il ait vraiment toutes les mesures possibles. On valorise les produits retournés, on en a parlé tout à l'heure, la seconde main, par exemple. Tu as d'autres précos que tu pourrais. Bon, vu le timing, on va pas rentrer beaucoup plus dans Ouais, le pas trop. détail. Après, c'est vrai que moi, je l'ai vécu beaucoup en tant que e-commerçant où des personnes allaient prendre 3 tailles d'un même produit, en fait, pour essayer à la maison et renvoyer le produit. Donc après, c'est vrai qu'on peut considérer que ça, c'est un service, de leur offrir un dressing à domicile et que ce service-là, il mérite au minimum qu'on paye des frais de port en aller et en retour, quoi. Donc, Ouais, c'est c'est des ça. démarches sur lesquelles il faut travailler et que La les gens dissuade. doivent intégrer voilà, ce transport. Il existe. Un, il est polluant. Deux, il coûte cher. Donc, il est normal que tout le monde participe à cet effort-là. Mm. Donc pour conclure, il faut entamer une démarche, bien évidemment. Pour ça, il faut avoir quelqu'un de motivé dans la société qui porte un peu le projet. On identifie toutes ces parties prenantes, on fait un constat de ce qui existe, parce qu'on fait des choses bien dans l'entreprise, donc il faut les mettre en avant. Ensuite, on élabore un plan d'action, on mobilise, on implique, on forme ses collaborateurs, notamment pour qu'ils soient embarqués dans cette démarche, parce que souvent les gens ont des bonnes idées, il ne faut pas hésiter à les faire participer, mettre en place ces actions-là, mesurer son progrès, voir où on en est et jusqu'où on peut aller, parce que c'est une démarche qui est continue. Donc voilà, ça va évoluer en fonction de votre société et en fonction de notre société à tous. Voilà, donc si vous avez besoin, si vous avez des questions un petit peu plus, n'hésitez pas. Et Allez, là, je pense qu'on est pas mal en timing. voilà. On prend 1 ou 2 minutes pour répondre Ouais. à vos questions. Dans tous les cas, si vous avez pas forcément de questions tout de suite, pourquoi la slide d'après s'affiche pas, hein?
Bon, normalement, j'ai une slide d'après avec un QR code, Ouais, mais on je sais a. pas, elle a dû sauter. Ben, c'est pas grave. Si vous nous retrouverez, Leslie et moi, sur les réseaux, LinkedIn et autres, hein, je sais pas pourquoi la dernière slide. Hop, si je. Non, ah ouais, je sais pas. J'ai une slide qui a dû sauter. Pourtant, je pense qu'elle y est. Attends. Ouais, mais elle veut pas s'afficher. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, effectivement, comme quelqu'un dit, il y a un peu de travail pour vérifier tout ça. Ouais, il faut faire un petit état des lieux, mais c'est pas impossible. Il faut y aller pas à pas. Il faut prendre son temps aussi pour le faire et surtout impliquer vos collaborateurs dans cette démarche parce que voilà, il faut ils initient parce que c'est dans votre entreprise, c'est pour vos clients, c'est vis-à-vis de vos fournisseurs. Il faut embarquer tout le monde et vis-à-vis de la collectivité aussi. Et après, donc Mathilde qui nous dit aussi des études, hein, ouais, c'est vrai qu'il faut vraiment tout regarder, hein, qui disent que le déplacement des clients en magasin est finalement plus carboné que d'envoyer à domicile. Ouais. J'imagine qu'il y a des études un petit peu diverses et variées sur lesquelles il faut travailler pour trouver le modèle de demain, quoi. Mm, c'est ça. Et puis celui qui soit adapté aussi à l'activité, parce qu'encore une fois, on ne peut pas tout révolutionner comme ça. L'idée, c'est pas de perdre son business, hein. L'idée, c'est de les amener pas à pas vers cette nouvelle démarche, mais tout en continuant à prospérer. Donc voilà, il faut l'amener petit à petit. Alors on a Samy qui nous dit qu'il a voulu mettre en place des stratégies RSE et qu'elle a été bloquée notamment en raison des coûts trop importants des labels pour sa petite entreprise. Mhm. Tu as un retour d'expérience là-dessus? Alors, effectivement, ce qu'on constate, on le voit aussi dans les chiffres, ce qui rebute un peu, c'est soit le manque de moyens, ressources humaines ou financiers. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au label. Par contre, les diagnostics de label, qui sont souvent gratuits, permettent de faire cet état des lieux. Donc voilà. Et le label, oui, ça a un coût en fonction du type d'entreprise, du volume d'affaires qu'elle va le faire. Et après, comme chaque label, il faut s'auditer. Ça dure, par exemple, le Bicorp, c'est tous les 3 ans. Voilà. Donc, avant d'aller au label, commençons par le début. Le label, c'est la cerise sur le gâteau, d'accord? Mais il faut commencer au départ, on diagnostique, ensuite on met un plan d'action et on met les actions en fait en place au fur et à mesure. Donc, ça coûte surtout de la ressource humaine puisqu'il faut dégager du temps pour les personnes qui vont s'en occuper. Mais après, le gain, vous allez le trouver par la suite. C'est pas un gain immédiat, ça va être un gain qui va être plus tard vous allez garder vos collaborateurs, par exemple, vous allez recruter plus facilement, il y aura moins de turnover. Donc, sur la partie RH, vous allez gagner en gain économique aussi par exemple, si vous faites la partie énergétique, donc vous allez gagner aussi là-dessus. Quoi vous dire d'autre aussi? Voilà, tous ces gains-là, ils sont pas forcément, c'est difficile d'avoir un ROI en fait très rapidement, mais on le voit plus tard. Et c'est ce qui en ressort en tout cas pour les entreprises qui ont commencé à mettre cette démarche en place. Hop, Je et comprends les problématiques, ouais. Je les j'ai entends retrouvé aussi. la slide. C'est bien. Donc vous pouvez scanner tout ça, vous arriverez soit chez Leslie, soit chez nous, pour vous venir poser vos bonnes questions, avoir les informations sur tout ça et avoir des informations complémentaires. N'hésitez pas à scanner les petits QR codes. Et Alors je voilà, crois suivez-nous. alors on a voilà exactement donc Samy qui nous disait merci pour nos éléments de réponse. Eh bien, ma foi, 12h10, je pense qu'on va libérer tout le monde. Remercier toutes les personnes qui ont été avec nous durant tout ce webinaire. Te remercier énormément, Leslie, pour cette présentation très complète. Et puis, ben voilà, n'hésitez pas à nous contacter, soit Leslie, soit moi, si vous voulez aller un peu plus loin dans ces Plus démarches. En loin. tout cas, sur toute la globalité de la démarche, ce sera clairement sur Leslie. Et si vous voulez plus faire un focus sur votre site internet, ce sera plus vers moi. Voilà. Super, merci beaucoup et je vous souhaite un bon Merci à appétit. toi. Bonne journée. Bonne journée. Ciao. Au revoir.